quand on lance une nouvelle verticale, on a regardé avant de la lancer les clients dont on pense qu'ils peuvent être acheteurs, avec des calculs assez basiques. On pense qu'on peut en atteindre 10, 15 ou 75% parce que c'est ultra niche et qu'ils auront tous besoin de cette verticale. Et du coup, on peut se décider tous ensemble avec la rédac et avec Product de le lancer. Sur la partie grand public, parce que Politico, c'est aussi politico.eu et ça, c'est un site sans paywall, sans rien. Donc, on est plus sur le lecteur du Monde qui est abonné à la newsletter politique du Monde. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Max Leroy. Max, bonjour. Salut François, ça va ? Ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors certains peuvent te connaître parce que je t'avais déjà interrogé dans le cadre des prédictions médias et de tables rondes aussi. Donc, on te connaît un petit peu. Alors, par contre, à l'époque, tu n'étais peut-être pas, tu n'occupais pas le poste que tu occupes aujourd'hui pour lequel tu viens, notamment. Cette phrase était un peu alambiquée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es aujourd'hui VP Product pour Politico Europe. Et donc, c'est à ce titre, mais pas que, aussi par ton parcours, ton expérience sur le produit que je trouvais intéressant de t'avoir. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est Politico en Europe. Je pense au DIRCOM qui serait derrière moi. Qui reprendrait. C'est la même boîte. Là, tu fais bien. Donc, c'est Politico en Europe. Ouais, et oui, parce qu'en fait, on va en parler, mais il y a une histoire derrière Politico et il y a eu Politico Europe. Maintenant, c'est Politico en Europe. Donc, tu fais bien de le dire. Ça fait aussi partie de l'exercice. Toi, tu es passé, on va faire un peu rapidement ton parcours. Tu es passé par de belles maisons, comme on dit, CNN, New York Times. Et quand tu es rentré en France l'année dernière, tu es devenu consultant pour Le Monde notamment, et puis donc maintenant ce poste. Rapidement, en un ou deux mots, quel enseignement sur la culture du produit, parce que toi, tu as toujours été dans le produit, donc quel enseignement sur la culture du produit éditorial as-tu tiré de ces médias ? En quelques mots, je dirais que la culture numérique, maintenant, elle existe depuis une bonne vingtaine d'années. Quand tu regardes, ça fait depuis 2015 que le New York Times joue avec un paywall, qui sont sur les réseaux sociaux. J'imagine c'est à peu près les mêmes timelines pour Le Monde, qu'on a des pure players, Mediapart, Vice ou autre. On est vraiment sur 20 ans. Par contre, sur la partie product, je trouve que pour moi, c'est vraiment que depuis 5 ans, même potentiellement moins, qu'on commence à avoir une culture qui se développe un peu. Et j'ai l'impression, après je suis très biaisé évidemment, mais que les entreprises aujourd'hui, les médias qui s'en sortent le mieux, sont ceux qui ont investi dans cette culture. Pas et juste tu saurais la numérique. Définir d'ailleurs cette culture, parce qu'on parle du produit, ça me paraît moi naturel entre guillemets, mais ça l'est pas forcément. Pendant longtemps, on a parlé de chef de projet, de choses comme ça, mais c'est quoi le produit en fait ? Pour moi, le chef de projet, il est responsable pour l'exécution d'une idée qui a été définie à plusieurs. Donc ça, c'est une dimension du management produit, ce qu'on appelle le product management. Pour moi, tu as la partie delivery, donc vraiment l'exécution, et t'as la partie discovery qui a été pas mal documentée maintenant dans les dernières années, notamment par les ex de Blablacar qui ont accompagné Le Monde aussi d'ailleurs. Ouais. Je sais qu'ils ont présenté chez eux, et ça c'est la partie exploration. Et cette partie exploration, là où je dis qu'elle est assez récente, c'est que d'habitude, elle est quand même très influencée parce que c'est un média, c'est pas une startup tech. C'est pas juste j'ai mes devs, j'ai mes designers et je peux en gros entre ce que j'ai en tête et ce que je veux voir, il y a quasiment pas de différence, juste la question des ressources. Ouais. Alors que dans un média, tu as la rédaction. La rédaction, c'est elle qui produit tout le journalisme. Le journalisme, c'est 70%, si ce n'est plus, du produit que les gens vont consommer. C'est-à-dire que tu peux dire on améliore la newsletter, on améliore le site, mais tu joues quand même avec un matériau qui est quasiment entièrement défini par une autre équipe. Et puis tu as la régie, pour beaucoup de médias en tout cas qui ont ce business model-là, qui elle a un utilisateur qui est un client,
qui a des attentes, qui veut toucher un certain public, qui a des attentes de format et tout. Et initialement, historiquement, c'est plutôt ces deux départements-là qu'on fait la phase d'exploration. Et donc la personne qui prend un siège de recul, on va dire, qui est au deuxième rang des priorités, c'est pour moi le lecteur, l'auditeur, la personne qui consomme le média. Et depuis 5 ans, quand tu vois la stratégie du New York Times, du Monde ou de Politico d'ailleurs, je trouve que tu as vraiment un changement où on se dit, attends, qui nous lit tous les matins ? Quel est leur feedback réel ? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience pour qu'ils aient l'impression que ça vaut ce que ça vaut un abonnement au Monde, à Politico ou au New York Times, et que même on puisse augmenter le prix de cet abonnement? Ça peut pas passer par des idées qui viennent uniquement de la régie ou par ce qui est, moi, ce que je trouve pas du tout être une contrainte, mais une opportunité, des propositions qui viendraient uniquement de la rédac. Moi, c'est vraiment une collaboration avec ces deux partenaires qui est relativement naissante. Et dans les médias, en tout cas français, t'as l'impression, quel regard tu portes justement, parce que t'as travaillé un peu avec Le Monde, je sais pas si t'as travaillé avec d'autres médias français, est-ce qu'ils ont une culture produit, là, tu sens maintenant que c'est prégnant et chez tout le monde? Est-ce que je vois les choses changer? Je peux parler que pour Le Monde en France, mais clairement, l'équipe... aujourd'hui, le duo Lou Grasser que t'as interviewé et Sacha Morard aussi, pour moi, ce duo-là, il a tout compris, et 2, ils ont déjà structuré leurs équipes pour délivrer sur cette promesse de se concentrer sur l'expérience utilisateur. Donc, pour moi, Le Monde là-dessus est complètement aligné avec les capacités du New York Times. Ouais, en fait, c'est juste une question de différence de taille, dans le sens où on oublie que le New York Times, c'est 1500 talents tech. Si tu combines ingénieur, designer, data analyst, product manager, t'as 1500 personnes. Je sais plus combien ils sont au monde. Je crois que c'est peut-être 200. Je crois que j'avais le souvenir qu'il avait une équipe de 150, mais c'était déjà il y a tu vois, disons 150. 2 ans et demi. Je pense pas qu'ils sortent 10 fois moins de features. Je pense qu'on est peut-être plus sur du 3 fois moins, 4 fois moins, mais il y a des choses que je retrouve sur Le Monde, la nouvelle voix des articles sur audio. La matinale, Il y a notamment. des innovations pour moi je suis rentré en France que depuis 1 an. Je pense pas une seconde que les médias français aient à rougir de ce qui peut se faire aux États-Unis. Je pense juste c'est juste une question de scale globalement. Ouais. Ok, écoute. Très clair. Ça, c'était juste la petite introduction pour vraiment un peu préciser ce qu'est le produit, parce que toi, tu vis produit, mais je suis pas sûr que tous les médias aient cette vision-là encore dans leur organisation d'avoir un responsable produit. Et juste dernière question, est-ce que pour toi, un responsable du produit doit avoir une vision aussi du PNL, du business? Absolument. Moi, aujourd'hui, à Politico, pour parler en termes concrets, je fais partie du groupe leadership en Europe. Donc, je suis avec la rédaction, l'éditeur en chef et les deux co-éditrices, et ensuite avec les 2 VP Sales, et on est tous les 5 en permanence sur le PNL. Donc moi, avec mon approche produit, je peux leur dire voilà, je pense que si on améliore ça, si on améliore notre SEO, si on refait le site comme ça, si on essaie d'améliorer le taux d'ouverture des newsletters, on peut amener ces chiffres-là sur la table, ce qui permet aux sales de réagir et de dire si nous on a ces chiffres-là, on peut imaginer ce gain-là, exactement, ce retour en termes de revenus. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça se fait ensemble. C'est pas la partie sales se dit nous en ce moment c'est une année difficile sur tel sujet, donc on a besoin de créer une nouvelle newsletter qui serait sur ce sujet-là. Est-ce que la newsroom est d'accord? Boum, c'est parti. Et il y a une seule personne à qui on n'a pas demandé, c'est le lecteur. Et tu te rends compte 6 mois plus tard qu'en fait, ça les intéresse pas du tout. Ouais, c'est ça le danger de... T'as tout perdu, du temps et des ressources. De pas avoir d'équipe produit, pour moi, c'est ça. Si t'as vraiment tes 3 cercles qui se superposent, t'as la faisabilité, ça c'est avec les équipes tech et la rédac. Est-ce qu'on peut sortir ce nouveau produit ou est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est pas que des nouveaux produits, c'est aussi de l'amélioration. T'as la viabilité. Est-ce que c'est bon d'un point de vue revenu? Là, je mets la collaboration avec les équipes sales. Et puis, t'as est-ce que le produit est désirable? Est-ce que les gens en veulent? Et en gros, ces trois, t'as le Venn diagramme, il est pile poil au milieu, en gros. Et si t'es sur un seul des deux, à chaque fois, c'est un piège, quoi. Donc, t'as quelque chose qui pourrait être rentable et on peut le faire, mais les lecteurs en veulent pas. T'as quelque chose qu'on peut pas faire. On a brainstormé une super idée d'IA et tout, mais en fait, on peut pas le faire et les lecteurs en veulent et le revenu aussi, etc. pour le troisième, tu vois. Donc, faut se poser à chaque fois la question de ce petit diagramme. C'est comme ça qu'on structure nos meetings quand on réfléchit à une nouvelle idée.
on se force à y réfléchir sur un document d'1 page, de 2 pages, dans lequel on adresse ces 3 sujets-là. Ok. À chacun avec nos responsabilités. Ouais, non, mais bien sûr, mais voilà, donc il n'y a pas de trou dans la raquette, a priori, c'est une décision collégiale. C'est l'objectif théorique. Non, bien sûr. Ensuite, il y a des exceptions. Ça reste un média, t'as la guerre en Ukraine qui se déclenche, t'as des choses, on avait déjà parlé. Et puis des fois, l'exécution n'est pas aussi bonne que tu l'avais imaginé. Parfois, voilà, t'as la guerre en Ukraine, donc les annonceurs sont frileux. Enfin, il y a plein de sujets, mais en tout cas, c'est des causes plutôt exogènes a priori. On revient sur c'était le plus ton parcours, mais c'était intéressant un peu de poser en préambule un peu sur le produit, parce que t'es VP Product, ça parle pas forcément encore à tout le monde. Je sais pas si quand tu dis à tes parents que t'es VP Product, mais mes parents, ça fait 15 ans que j'essaie de leur dire que, tu vois, j'ai commencé en tant que designer. C'était déjà pas très clair, designer UX. Ouais, déjà. Avec ça à expliquer. Ouais. Donc là, produit, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu abandonné. Et alors, tu dis quoi, t'es chef de projet? Je dis que je bosse en média et que je suis pas journaliste. Et voilà. Du coup, ils se disent, OK, ça doit être dans les équipes business et pour l'instant, ça suffit. Ouais. Bon, très bien. Je connais un petit peu ce genre de problématique des trucs de génération, j'imagine. Politico, en bref, alors on connaît, comme je disais, j'ai un peu découvert en préparant, on connaît sans connaître Politico. Est-ce que tu peux me faire l'histoire en quelques phrases, parce que de Politico en Europe, donc maintenant qui était avant Politico Europe, quand est-ce que ça a été créé, un peu l'histoire rapidement pour qu'on puisse comprendre. L'histoire de Politico, elle est hyper simple, c'est un média qui se lance avec une équipe minuscule au début en 2007. Donc, tu es dans l'année de campagne... Aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, pardon. Tu es dans l'année de campagne des présidentielles de 2008. Donc, tu es dans la primaire démocrate où Barack Obama va émerger et ensuite où il va se faire élire en 2008, premier mandat. Moi, c'était vraiment la phase que je suivais le plus à cette époque-là. Et je suis allé ensuite aux États-Unis 2 ans après. Donc, j'avais commencé à entendre parler de Politico à cette période-là. Et ils avaient une manière de traiter l'info complètement différente. C'était newsletter, un email tous les matins, un ton très très informel. Enfin, ce qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans Playbook Paris, pour ceux qui lisent Playbook Paris de Politico en France. Vous avez gardé cet esprit-là. Ouais, complètement. Aujourd'hui, le ton Politico, c'est quelque chose dont tous nos lecteurs parlent et qu'on tient à garder, parce que c'est aussi une approche différente de l'information, du traitement de l'information. Et en 2000, donc bon, ça évolue, ça devient un peu moins une start-up aux États-Unis et un plus grand groupe. Pour donner une idée, aujourd'hui, ils sont 1000. Donc, entre 5 en 2008 et 1000 aujourd'hui, ils ont eu un peu toutes les étapes. Une étape importante, c'est 2015. Axel Springer, qui est du coup un conglomérat média allemand basé à Berlin, crée Politico Europe avec l'aval de Politico US et avec un deal spécifique. Mais en gros, il crée cette entité. Mais les 2 entités sont complètement séparées. Et quand on est séparés, c'est pas les mêmes actionnaires, donc il n'y a pas forcément d'échanges, lignes éditoriales différentes. Au-delà du deal qui sont pu trouver, j'imagine que tu fais pas n'importe quoi quand tu prends le nom, mais grosso modo, 2 entités séparées. Complètement. Ça, c'est 2015 jusqu'à 2021. 2021, Axel Springer rachète Politico US. En plein Covid. En plein Covid, ouais, exactement. Et du coup, depuis 2021... ils ont commencé par le racheter, le rachat devient officiel, ils embauchent une CEO globale, donc qui démarre fin d'année 2021. Donc aujourd'hui, fin d'année 2023, ça fait que 2 ans qu'on a un leadership commun aux 2 entreprises. Qui est basée où ? Elle est basée à Washington. Ouais. Et elle est basée à Washington. On a 2-3 rôles globaux maintenant, CTO, Chief Data Officer, qui sont basés à Washington. On va avoir... moi, je croise les doigts. Je continue de croiser les doigts pour qu'il y ait 1 ou 2 rôles globaux qui soient aussi basés en Europe à Bruxelles. Et c'est dans les plans. Mais du coup, en toute honnêteté, on est en train de créer cet ADN commun de A à Z, parce que c'est 2 boîtes qui n'avaient rien en commun. Et c'est pas une acquisition un peu traditionnelle où tu as une boîte qui est plus grosse qu'un autre. C'est le petit qui rachète son grand frère un peu quelque part. Alors via Axel Springer. Tout ça est un peu pas commun, pas commun. Mais c'est un gros deal. J'ai vu sur Internet $1 milliard a priori. On parle d'une grosse acquisition pour Axel Springer, enfin qui en a les moyens. Mais donc, et tu dis 1000 personnes aux US, combien en Europe ? Alors en Europe, on grossit quasiment de 20-25% en ce moment tous les 6 mois, mais là on est 330. D'accord, donc vous étiez moins au moment du rachat, mais donc avec une volonté quand même d'Axel Springer d'avoir un média Politico dans le monde et de renforcer et d'investir en Europe, puisqu'il n'y a pas eu autant de recrutement aux US.
Non, pour le coup, les US sont parce que c'est déjà mature. Ils sont dans une phase de stabilisation, d'expansion de leur audience, mais sur le marché américain, mais eux en se spécialisant. Donc, ils ont lancé la Californie, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'ils couvrent l'actualité maintenant d'un État vraiment en détail. D'accord. Exactement, un échelon en dessous, mais plus exhaustif, avec une équipe dédiée. Exactement. Et nous, on est dans une logique de sortir de la bulle bruxelloise où on a vraiment... tout le monde nous connaît pour le coup vraiment à Bruxelles. C'est un média dans ce sens-là qui va être très spécialisé. Mais avec le Brexit, on a commencé à couvrir le Royaume-Uni de manière séparée. Ça a été un succès. Donc aujourd'hui, il y a une équipe de 50 personnes. Ils étaient 30 il y a encore 6 mois et ils vont être probablement 70, 80. Que sur le UK. Que sur le UK. Sur 350. Donc c'est quand même... Ouais, ça monte très rapidement au UK. Ouais. Là, on l'a annoncé, on va lancer en Allemagne, en dédié. Et en France, on est pile poil entre les deux. On a déjà lancé. On a Playbook Paris, qui est notre, je dirais, la newsletter gratuite, grand public, qui est toujours le produit phare de Politico. Et on a déjà une première verticale Paris Influence, qui est une première verticale pour Politico Pro, notre système d'abonnement B2B. Mais par exemple, on en a déjà 12 ou 13 pour l'Union européenne à Bruxelles, et on en a déjà 4 ou 5 en Angleterre, pour te donner une idée. Et on n'en a aucune pour l'instant en Allemagne. En Allemagne, tout est à faire. Tout est à faire, ouais. Donc ça investit, ça recrute, c'est assez impressionnant, quoi. Ça va vite. C'est l'objectif sur les 2 prochaines années, ouais. De vraiment être plus spécialisé dans les États pour Politico US et dans ouverture de bureaux. Ah oui, à chaque fois, il y a des équipes locales. D'accord, il y a des équipes locales. Toi, tu es basé à Bruxelles pour le moment. Moi, pour le moment, je suis basé à Nantes, ce qui n'est pas très pratique. Donc je fais l'aller-retour à Bruxelles toutes les semaines. Mais je vais m'installer à Bruxelles. Mais le directeur design qu'on a recruté, par exemple, il est basé à Berlin. On a ensuite 4 product managers à Bruxelles, moi un peu nomade et un product manager à Londres. Donc, mon équipe, personnellement, elle est assez distribuée. D'accord. Donc, ce qui me va très bien. On essaie de se retrouver une fois par trimestre en physique à Bruxelles. Ouais, ce qui est bien. Et les cadeaux de monétisation, le modèle, on est sur des modèles d'abonnement plutôt chez Politico. Ouais, on est sur des modèles d'abonnement. Ce qu'on offre pour Politico Pro, aussi au-delà de l'abonnement, pour que les gens se disent pas c'est que articles. En gros, c'est par système de vertical. Donc on a Politico Pro agriculture et food, mobilité, cybersécurité, énergie et climat. Enfin voilà, on en a plein. Santé, finance, etc. Ce qui va intéresser les personnes qui vont être intéressées par ces verticales, ça peut être des députés, des personnalités politiques sur le sujet et leur staff, des lobbyistes qui ont des clients et qui veulent savoir ce qui se passe pour pouvoir mieux l'influencer, et des départements d'affaires publiques, donc qui sont dans les entreprises et qui eux essayent de comprendre ce qui se passe, pareil pour participer à la conversation législative. Et en fait, pour toutes ces verticales, du coup, on a une newsletter le matin qui est plutôt une lecture de 10-15 minutes que de 3 à 5 minutes. On n'est pas du tout dans un objectif de condenser, de résumer, c'est plutôt dans l'exhaustivité, limite. Ouais, on a tous les scoops, c'est ce qu'on appelle Politico Pro Scoop, tu vois, c'est de savoir exactement ce qui se passe dans cette branche, et c'est indispensable pour tous nos utilisateurs. Et ensuite, ils ont accès à la plateforme Politico Pro, qui est une plateforme d'intelligence législative où tu retrouves des articles supplémentaires en plus de la newsletter, parce que des fois, il y a des infos qui peuvent tomber à 14h, à 16h. Et nous, la newsletter, c'est 7h du matin, tous les matins. Elle est finalisée par les équipes à 2, 3, 4h du mat. Ça dépend de l'actu. Mais si tu veux des news en temps réel, tu vas sur le site et tu as les dernières news. Exactement. Et en plus de ça, tu as toutes les infos qui peuvent être disponibles de manière publique, mais jamais au même endroit. C'est-à-dire que nous, maintenant, sur Politico, tu peux suivre n'importe quel amendement du projet de loi numérique, par exemple, en France, avec tous les amendements, qui les vote, tous les députés. Tu peux taper Raphaël Glucksmann, par exemple. Tu verras, il apparaîtra parce qu'il est député Union européenne, mais aussi parce que c'est un homme politique en France. Et qu'est-ce qu'il a fait dans le cadre de ces deux choses-là? Tu ne l'aurais pas si tu vas que sur le site de l'Assemblée nationale ou sur le site du Parlement. Donc vous essayez en fait d'être aussi un centre de documentation de ressources quelque Exactement. Avec des fonctionnalités actives, on va dire, ouais. Pas que de la consommation passive, mais des alertes.
Est-ce qu'on a évoqué ce mot-là dans un des documents récemment pour des gens qui suivent des industries spécifiques ou des personnes spécifiques? Donc ça c'est ce qui justifie qu'on a des abonnements qui sont pas du tout des abonnements pour le coup B2C. Puis on a aussi moins d'abonnés qu'on les compte pas en millions. Évidemment. Mais par contre, on n'est pas sur des abonnements à 10 euros, 100 euros, même 1000 euros, quoi. Il n'y a pas une offre à 1 euro par jour. Non. Pas encore. D'un café, non. Ça, c'est pas votre truc. Non, évidemment, on est sur des presse spécialisée, de niche, exhaustive. Ouais. Et avec cet accès à la plateforme. Avec un accès à la plateforme. Très clair. Donc, quelque part, vous le connaissez un peu, votre marché. Vous n'avez pas ce côté, mass market où, en termes de marketing, c'est forcément un peu différent. Ta liste, elle est un peu connue, la liste des prospects. Alors, sur Politico Pro, oui, elle est connue. Justement parce que quand on parlait de ces 3 cercles au début, quand on lance une nouvelle verticale, on a regardé, avant de la lancer, les clients dont on pense qu'ils peuvent être acheteurs et avec des calculs assez basiques. On pense qu'on peut en atteindre 10, 15 ou 75% parce que c'est ultra niche et qu'ils auront tous besoin de cette verticale. Et du coup, on peut se décider tous ensemble avec la rédac et avec Product de le lancer. Donc, de ce côté-là, c'est hyper connu. Sur la partie grand public, parce que Politico, c'est aussi politico.eu, et ça, c'est un site sans paywall, sans rien, donc toute l'info est accessible gratuitement. Et ça, on est sur une logique de... nous, on dit un politically obsessed, que je traduirais par passionné de politique. Ça peut être pour leur boulot ou pas, mais on est plus sur le lecteur du Monde qui est abonné à la newsletter politique du Monde. D'accord. Déjà un peu plus averti. Il est averti, ouais. Mais c'est un amateur éclairé, on va dire, mais c'est pas un professionnel qui en dépend et qui doit s'informer et qui doit s'abonner. Exactement. Et là où je le différencierais justement de Die Spiegel, du Monde, d'El País, c'est que nous on a vraiment un traitement pan-européen qui est vraiment, enfin voilà, on couvre toute l'actualité européenne. Ce que pas par un prisme d'un pays, ce qu'on peut avoir. Tu non. parles de tous ces médias quotidiens nationaux qui sont des très grands quotidiens nationaux et qu'ils traitent pour ce qui est, voilà, pour l'Espagne, pour l'Allemagne, la France, etc. Exactement. Et il y a des choses qu'on fait qui sont un peu uniques à nous. On a une section du site grand public qui s'appelle Poll of Polls, donc le sondage des sondages, qui est l'agrégation de tous les sondages sur toutes les élections en cours en Europe. Okay. Donc par exemple sur la Pologne, on est capable de dire depuis et on s'est pas trompé dans la tendance, on est capable de dire dans quel sens vont les élections. Et là, il y a 2022, pardon, ça va très vite. L'année dernière, on l'a fait aussi pour les présidentielles et les législatives en France. D'accord. Donc il y a vraiment cette couverture. Moi, quand je lis des articles sur politico.eu en tant que Français, pour être tout à fait honnête, il y a des articles que je trouve durs sur notre pays, sur notre gouvernement, sur la situation, mais parce qu'ils sont pas écrits que par des journalistes français, quoi. Ouais, donc ça évite un peu l'entre-soi. Puis c'est enrichissant en tout cas de voir ça, ce côté un peu pan-européen, effectivement. Et le modèle là-dessus, c'est la publicité. Le modèle là-dessus, c'est la publicité. Il n'y a pas de lien des gens que vous allez prendre par la main pour les faire s'abonner, etc. Il y a pas de. C'est vraiment 2 business distincts. C'est 2 business distincts dans le sens où en pourcentage, on serait pas sur des taux de conversion on serait pas sur des taux de conversion d'un Le Monde ou autre, sur une logique, tu vois, de se dire, ah bah s'il y a tant de visites, je peux en convertir tant à un abonnement à 15 euros. Nous, il y a une différence énorme. Mais par contre, quand on a certaines personnes qui vont s'abonner à une newsletter gratuite sur le site, on peut savoir si potentiellement ça peut être un prospect pour Politico Pro, selon s'il s'abonne. Coche, selon ce qui s'abonne. Exactement. Donc vous regardez ça quand même un peu. Donc, mais c'est plus manuel comme travail. C'est-à-dire qu'on a des équipes de vente qui sont, si tu veux tester Politico Pro, tu dois passer par un appel. On donne pas accès à la plateforme comme ça, tu vois, juste sur un email et une création de compte avec un essai gratuit pendant 15 jours. C'est beau quand même, tu vois, non mais... C'est beaucoup plus manuel, mais ça marche beaucoup mieux. Ah oui, grave, ils sont sur les bureaux à côté et je vois bien que... Et là, t'as le numéro du mec, tu sais, tu peux lui parler et ça devient un vrai prospect que tu connais comme un sales à l'ancienne, quelque part. Ouais, exactement. Et bah écoute, les sales à l'ancienne, ça marche bien quand même. Mais grave. Non, moi, je revendique ça. Si on parle un peu de toi, il y a dans ton périmètre, c'est quoi le ou les produits dont tu t'occupes? Bah, tous. C'est-à-dire que en Europe, moi je suis responsable Politico Pro et Politico Grand Public. Et c'est pas les mêmes pardon, mais vas-y. Politico en Europe et Politico aux États-Unis, je sais pas comment vous dites, ouais. US. Politico, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes tech, c'est pas les non, mêmes... pas tout à fait.
c'est vraiment ça qui est. C'est des plateformes quand je disais différentes. que c'était une acquisition pas tout à fait commune. C'est qu'on a tous les deux une notion de Politico Pro. Alors que c'est une marque, Politico Pro. Cette logique de, on a un outil et c'est B2B, etc. Mais elles ont été développées sur des stacks complètement différentes. Elles font des choses différentes. Elles ont des fonctionnalités similaires mais jamais identiques. On a très peu de clients qui en fait sont des clients communs aujourd'hui qui ont vraiment besoin d'avoir accès aux deux plateformes en même temps. Donc pour être tout à fait transparent, on n'a pas d'urgence à essayer de créer une expérience parfaitement unifiée ou autre. Je trouve que c'est beaucoup plus indispensable de mon point de vue sur la partie site grand public. Parce qu'aujourd'hui, on couvre tellement bien l'actualité politique mondiale, du coup, maintenant, ou en tout cas transatlantique à minima. Ça a du sens d'avoir des ponts entre tous ces articles. Exactement, que ce soit pour le SEO, etc. Donc, c'est juste que moi, j'ai un VP Product Consumer et un VP Product Pro aux US. D'accord. Et du coup, en Europe, pour l'instant, on n'en a qu'un. Donc, je gère les newsletters, le site, les podcasts, le print. Le Politico, c'est aussi un magazine imprimé toutes les 2 semaines. Pour les abonnés de Politico Pro? Non, c'est encore un autre produit éditorial. Ça, c'est plus un produit très premium qu'on envoie à la commission, au Parlement, qui est un objet de discussion. C'est un peu comme ça qu'on... On peut pas s'y abonner. Tu peux t'y abonner en individuel, ouais. Tu peux t'y abonner, mais du coup, ça te débloquera rien de numérique, si tu veux. Ouais, c'est vraiment l'objet print. Ouais, exactement. Qu'on veut avoir sur le bureau de Ursula von der Leyen. Voilà, ça c'est l'objectif de Politico print, on va dire. Ouais. J'imagine. Et c'est le cas? Je pense, ouais. Ouais. Parce que nos unes gagnent beaucoup de prix et de récompenses. C'est un produit qui est designé toutes les 2 semaines avec une qualité graphique qui est assez exceptionnelle. Et puis, je pense que peut-être une sur 20 est sur elle. Donc, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont tombés sur son bureau à un moment donné. Comment tu pilotes tous ces produits, toi, dans ton quotidien? C'est peut-être une question un peu vague, mais entre les newsletters, les podcasts, ce print of B2B, les événements aussi dont on n'a pas parlé, ça fait vraiment quand même beaucoup de produits. Comment tu pilotes ça? Moi, j'espère que le DG en Europe écoutera ce podcast, mais avec une équipe trop petite. Toujours trop petite. Mais avec une équipe de 6 PM, 3 en gros pro et 3 côté grand public. Côté grand public, on a une personne qui va s'occuper, par exemple, de toutes les newsletters et toute la partie SEO, une autre sur le site et surtout l'audio. Donc on essaye de se répartir plus ou moins par sujet, surtout pas par géographie. Ça c'est pas c'est pas une division qu'on veut exactement, c'est pas une philosophie qu'on veut instaurer. Et ensuite sur pro, il y a quand même une grosse différence de mon point de vue en termes de compétences produits entre la plateforme qui est vraiment un outil SaaS, donc avec aujourd'hui un Gerhard Marie qui est un lead product manager qui bosse vraiment sur une partie très software, etc. Et ensuite une personne qui est peut-être plus proche de la rédaction, qui bosse pour le coup sur les newsletters plus pro, médias sur les classiques, alertes. on va dire. Exactement. Pourquoi un SaaS, pardon, parce que tu as parlé un peu, il y a des alertes, il y a des trucs, mais du contenu, mais pourquoi est-ce que tu voulais envisager comme un SaaS, la partie Politico Pro? Pas comme un SaaS, mais disons que on a plein de gens, si tu veux, qui l'utilisent maintenant vraiment que pour les features. Tu vois, en gros, il y a les gens qui vont lire les newsletters tous les jours. C'est souvent, parfois, les personnes en dessous... parce qu'un abonnement Politico Pro, c'est un abonnement avec plusieurs utilisateurs. Donc, c'est l'entreprise qui s'abonne, elle prend 10 sièges. Et ce qu'on voit dans les utilisations de différents produits, c'est que tu vas pouvoir avoir des gens qui lisent pas la newsletter le matin. C'est plutôt leur staff et qui fait un condensé, un récap. Ça, c'est important. Et ensuite, ils passent 2 heures sur la plateforme pour choper des informations. Et puis parfois, tu peux avoir le député qui dit j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre qui peut potentiellement me soutenir sur telle législation. Est-ce que tu peux aller regarder qui a voté dernièrement? Donc il y a un vrai travail sur la plateforme, dans ces cas-là, de documentation, etc., plus que lire. Et on est capable articles, de mettre un prix sur la plateforme dans notre logique. On vend tout d'un coup. Quand tu es abonné Politico Pro, tu es abonné au journalisme quotidien, etc., que je ne mettrais pas dans la catégorie, entre guillemets, SaaS. Mais sur le reste, pour moi, il y a vraiment une logique de software as a service. Tu utilises la plateforme pour repérer les bonnes personnes, sortir une sélection, filtrer les députés par tel critère. Et ça, c'est une grosse partie de l'utilisation de certaines personnes au sein d'une entreprise. Sur une entreprise, on va avoir 3-4 personas d'utilisateurs. D'accord.
que vous avez défini et que vous suivez et vous savez, et chacun a son propre usage de la plateforme. Ouais, ça, c'est à son propre usage de Politico Pro au sens large, parce que tu vois, on a des événements où on a un public très exec qui va venir. Ça va vraiment être justement, ça peut être des événements de 20 personnes avec le rédac chef ou le reporter spécialiste de cette industrie. Et ils vont venir pour avoir justement cet événement assez exclusif et ça se trouve ça va être leur seule interaction entre guillemets avec la marque Politico une fois par mois, mais ils restent abonnés et ils abonnent leur entreprise, leur service pour cette raison-là. Ok, très clair. Comment vous gérez un peu, je saute du coq à l'âne, mais c'est donc une audience plurilingue, en tout cas Politico Europe, parce que je pense que cette truc-là aux États-Unis, ça doit complètement leur passer au-dessus de la tête. Ça leur passe au-dessus, ouais. mais vous, c'est quand même très particulier. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'il y a, alors je me suis peut-être trompé, mais il y a pas d'allemand encore pour le moment. On peut pas. Non. Alors que ça appartient à Axel Springer, donc je pense que ça les démange un peu. Mais c'était pas ça ma question, c'est comment tu fais pour cibler une audience plurilingue et comment tu prends en compte les différences culturelles qu'il peut y avoir. C'est jamais facile. Qu'est-ce que ça te donne comme contrainte toi au quotidien? Déjà sur la question de la démangeaison d'Axel Springer, on lance Playbook en janvier. Là en janvier, je peux t'assurer que c'est avec vraiment de manière accélérée, mais ce qui est super parce que ça fait absolument sens. Depuis le Brexit, maintenant on a quand même 2 capitales qui gèrent l'Europe, c'est Paris et Berlin. Quand elles sont d'accord, tout se passe bien. Quand elles sont pas d'accord, tout devient très compliqué. Et donc c'est indispensable. On a Playbook Paris, c'est indispensable d'avoir Playbook Berlin qui soit ouvert, donc ça sera janvier. Et ensuite sur la difficulté au quotidien, en fait on a une difficulté de jouer dans un territoire où on a des acteurs nationaux qui sont en français sur des recherches Google en français faites depuis une IP français, donc ils sont très très bons en SEO. Et nous on a du contenu niche qui est parfois, de mon point de vue, un contenu par rapport à ce que je te disais plutôt un peu plus compétitif sur le sujet, parce qu'on prend le point de vue d'autres pays. Mais un contenu en anglais qui fonctionne pour tout le monde, c'est pas simple. Donc, on est en ce moment en train d'explorer. On a pas mal d'articles qu'on traduit en français. On a pas mal d'articles qui sont écrits en français dès l'origine par notre rédaction à Paris. Ouais. Et moi, j'essaye en ce moment de trouver des ponts avec l'IA pour qu'on soit jamais sur de la traduction automatique en termes de publication. Mais on est capable quand même d'avoir un bon brouillon à 80-85%, alors qu'il y a 10 ans, si tu réfléchis, il fallait vraiment que quelqu'un démarre de A à Z en écrivant chaque mot. Et ça a quand même sacrément évolué. Exactement. Et ça, on veut amener progressivement. On veut que nos rédactions soient capables de bénéficier de ça, si tu veux, en étant capables d'écrire dans une langue, parce qu'ils ont couvert le sujet dans telle langue d'abord, à Bruxelles en anglais, à Paris en français, et ensuite d'avoir un premier brouillon qui est traduit automatiquement et d'avoir des rôles spécialisés qui seront sur de la relecture, qui eux sont bilingues, traducteurs, qui peuvent le sortir dans plusieurs langues. C'est comme ça qu'on peut gagner de manière compétitive sur la recherche et autres, parce qu'on pourra pas être compétitif en permanent que sur l'anglais. Je crois que c'est Le Monde qui travaille aussi un peu comme ça avec de la trad automatique. J'ai cru voir passer un article où ils expliquaient que au début pour Le Monde in English. Pour Le Monde in English. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, j'essaierai de creuser un peu le sujet. Et j'avais noté cette question et je crois que tu as répondu. Donc la stratégie est il y a pas de pont sur le produit entre Politico US et Politico sur la partie sur la partie pro, non, pas vraiment. Mais, sur la partie grand public, si on est toujours en train de réfléchir. Pour te donner une idée, on couvrait la Chine avec une newsletter dédiée de chaque côté, avec un nom différent, en tout cas au moment de l'acquisition en 2021. Et aujourd'hui, on a créé China Watcher, qui est du coup une newsletter qui sort le mardi et le jeudi, qui est écrit à 4 mains, enfin à 8 mains, et qui du coup, tu peux t'y abonner des deux côtés. Et c'est ce qu'on appelle un produit global. Maintenant, on essaye d'avoir cette nouvelle case où on se dit, à chaque fois qu'on réfléchit à une nouvelle idée, on essaye de se dire maintenant dès le départ, est-ce que c'est fondamentalement continental, Amérique du Nord ou Europe, ou est-ce que ça fait sens pour nos lecteurs ou auditeurs, parce qu'on a un podcast pareil qui est maintenant un podcast transatlantique, est-ce que ça fait sens que ce soit une aventure en commun? Ça, sur la partie nouveau lancement, et sur la partie produit pur, site web, SEO, enfin on essaie d'échanger et ça se passe maximum. Bien sur cette partie-là, c'est... Il n'y a pas de vieille rivalité, de concurrence ou de choses comme ça Non, en toute honnêteté, ils ont beaucoup plus de trafic que nous,
Donc, ils ont appris énormément de choses. Par contre, je pense qu'on est plus agile, on est plus proche en termes d'années de nos années start-up. Tu vois, 2015-2023, ça fait que 8 ans. Donc, en fait, on a encore une façon de fonctionner à 300 qui est quand même pas tout à fait la même que à 1000. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on va plus vite sur les expérimentations. Et par contre, en passage à l'échelle, quand quelque chose marche bien, on le voit tout de suite chez eux quand ils l'implémentent. Ils sont capables de voir des changements. S'ils font un A/B test, ils peuvent avoir un résultat dans les 2 heures. Ouais, beaucoup plus rapide que vous, évidemment. Ça, c'est clair. En parlant d'expérimentation, est-ce que vous avez testé des trucs autour de l'IA? Tu vois, on parlait un peu de traduction. C'est une forme d'IA, la traduction aussi. Ah, absolument. Mais sur l'IA générative, je sais qu'Axel Springer, à l'échelle du groupe, il y a eu des annonces. Ils en ont fait une priorité pour travailler avec des équipes. Est-ce que vous l'intégrez dans le produit? On l'intègre et 2, on explore. Mais en plus, sur ton point, je crois que c'est Olivier dans l'interview que tu as faite. Olivier Martinez. Ouais, voilà, pardon, j'avais oublié le nom. Et à un moment, il disait, voilà, l'IA, c'est assez large. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'IA générative. C'est un peu mon point. C'est que je pense que il y a peut-être un peu une hype dans les médias de qu'est-ce qu'on peut faire en IA générative. Clairement. Et peut-être qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, je serais pas très étonné si la réponse dans 2 ans, c'est qu'en fait, vraiment générer du contenu de A à Z, c'est peut-être pas ce que les gens recherchent. Ou en tout cas, je trouve que les exemples, en toute honnêteté, aujourd'hui, c'est plutôt du scam. Enfin, des choses qui sont générées pour topper le SEO, etc. Enfin, des choses assez inquiétantes. Je trouve que tu retrouves sur capacité à créer un site entier de fausses recettes sur la base de quelques mots-clés. Enfin, moi, j'ai vu des expérimentations. Alors, il y a celle d'Harry Coutts, cuisine, génération cuisine. Ouais, voilà. Alors qu'il a fait ça, qu'il a fait un peu en termes expérimental. Bien sûr. Très intéressant, ce site. Exactement. Mais je sais pas si, par exemple, c'est ce que les lecteurs cherchent, en tout cas dans notre domaine de la poétique pure et du législatif. Par contre, si on réfléchit en termes d'intelligence artificielle, la capacité à traduire un texte en 10 secondes, en tout cas d'avoir un énorme brouillon en 10 secondes, pour nous, c'est magique sur un média qui se revendique être un média européen. Pareil sur le speech to text. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, on récupère énormément de données qui est disponible publiquement, comme je te disais, mais c'est publié souvent le lendemain. C'est-à-dire que tu as le compte-rendu de l'Assemblée nationale. Au Royaume-Uni, ça s'appelle Business Order Paper. C'est ce qui se dit dans la House of Lords, House of Commons. C'est publié le lendemain. C'est toujours un peu édité, parce que la personne qui tape, elle voit que quelqu'un bredouille, elle édite. Donc tu perds un peu de nature quand même. Tu perds du temps et tu perds un peu de nature. Et nous, on voit bien que si tu branches le feed audio, aujourd'hui, la reconnaissance speech to text, elle est exceptionnelle. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas ce document un jour avant, littéralement. Donc, et un jour avant et quelques secondes plus tard, en termes de live, tu peux savoir si toi, en tant qu'utilisateur Poetico Pro, si tu as créé une alerte sur un mot spécifique, tu peux être alerté et tu peux brancher ta télé juste derrière parce qu'on vient de te dire qu'une conversation a commencé et qu'elle parle de toi. Ça, c'est fou. Donc, c'est pour ça IA à 100%, IA génératif, pour l'instant, pas d'exemple évident, on va dire. Ok, bah écoute, c'est une bonne réponse puisque tout le monde se pose la question. Et après, Axel Springer, ils ont tellement de médias que pour certains, ça se justifie. Oui, ils ont du très très grand public. Voilà. Ils ont des fois des publications avec des contenus à faible ou moindre valeur ajoutée. Donc il y a plein de choses, bien effectivement, sûr, où ça peut avoir du sens d'utiliser, ou au moins de tester l'IA générative pour la création de nouveaux produits. Tu peux créer de la valeur. Vous, Poetico, clairement, pour le moment, ça remplace pas ce travail humain, si c'était pour des services additionnels, comme tu dis, de retranscription, et ça marche bien. Vous utilisez quel service pour la retranscription d'ailleurs, speech to text, tu le sais, ou c'est vous avez là on teste là. Vous testez? On teste plusieurs. Moi c'est Gerhardt dont je te parlais, qui est sur le projet. Donc je sais que les résultats sont très bons, mais sans surprise, hein, c'est ce que fait YouTube avec la traduction, avec les sous-titres live. Ouais, bien sûr. C'est très bon quoi. Enfin, ça marche très bien. Ouais. Et surtout en anglais notamment. Même en français après, c'est pour ça qu'on commence au Royaume-Uni. Ouais, voilà, tu prends moins de risques. Écoute, juste sur le churn, alors je posais la question, mais évidemment c'est pas un média classique, mais est-ce que vous surveillez de près le churn? Est-ce que c'est une obsession que vous pouvez avoir comme dans les grands médias de mass market?
ou pas? Si, sur Politico Pro, c'est probablement le chiffre clé. Ça, et puis l'activité quotidienne ou hebdomadaire par rapport aux différentes personas dont je te parlais. On s'attend pas à ce que tout le monde au sein d'une entreprise utilise Politico Pro, la plateforme, quotidiennement. Mais en tout cas, de manière hebdomadaire, c'est un chiffre très important. Et sur la rétention, on est sur un système de licence annuelle et on est au-dessus de 90% tous les ans. Et il y a de très, très, très bonnes années. Ça dépend vraiment, mais quasiment toujours personne au-dessus. se désabonne, quoi. Voilà. Et puis après, il y a beaucoup de gens qui se réabonnent en prenant plus de services et en rajoutant des utilisateurs. Donc, tu as le taux de rétention et ensuite, tu as on va dire le panier moyen qui, lui, peut être au-dessus de 100%. Ouais. Et vous avez mis en place pour éviter justement du multi-compte. Est-ce que c'est un vrai gros sujet? Parce que on peut être tenté de se dire à ces prix-là, je prends un site, un siège et je le passe à tous mes collaborateurs. Est-ce que vous fermez les yeux ou vous luttez activement pour ça? Alors, contre ça, probablement entre les deux, c'est-à-dire qu'on ferme clairement pas les yeux sur le sujet. Mais comme je te disais, un des avantages potentiellement de faire des sales à l'ancienne, c'est qu'on a une vraie conversation avec les gens, on discute avec eux, on sait quelle est la taille de leurs équipes, c'est pas des inconnus si tu veux. Donc si on voit qu'en termes d'activité ou qu'un département entier d'affaires publiques dans une très grosse boîte nous demande une seule licence, et ça passera pas. Et qui sont connectés en permanence avec des IP, exactement, mais ce que je veux dire, c'est que ça passera pas même avant en soi. Oui. Tu vois, le contrat, on dira qu'il y a probablement quelque chose qui nous paraît pas tout à fait clair, quoi. Un peu bizarre. Exactement. Et après, on a aussi pour certains cas particuliers, on a un système d'accès par IP. Donc, la commission, le Parlement. IP, voilà. Tant que t'es sur cette IP, c'est ouvert à tout le monde et c'est plus simple. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est des bons modèles, effectivement. On avait ça chez Pressreader, un kiosque où on faisait ça dans les hôtels, par exemple, partenaires. Ouais. T'es sur le réseau de l'hôtel, t'es dans une boîte, t'as accès au service, ça marche assez bien. Si on se projette un peu horizon futur, c'est quoi les horizons pour Politico Europe? Continuer la croissance, sortir des produits. J'imagine qu'il y en a plein de choses, mais... sur la croissance, oui. Comme je disais, les US, ils sont dans une phase de solidification de la qualité de l'information qu'ils ont par État. Nous, on est en train de rentrer dans des marchés. C'est-à-dire débuter en Allemagne d'abord par Berlin Playbook, qui est une newsletter quotidienne, donc c'est 5 jours par semaine, elle arrive à 7h du matin, faut la produire, c'est déjà immédiatement une équipe de 4-5 personnes par édition. Chaque verticale c'est une équipe de ce même nombre à peu près pour chaque verticale. Donc en France on en a une, l'idée c'est de se développer et d'accélérer notre développement en France. Et au Royaume-Uni, ça se passe très bien. Et donc là, on est passé de 2 verticales et l'idée, c'est d'aller à 8. Vraiment de se dérouler. Donc pour les 2 prochaines années, elles sont assez claires sur la partie pro. Avec en plus le défi. Nouveau marché, nouvelle verticale. Nouveau marché, nouvelle verticale. Et avec le défi que du coup, à chaque fois, il faut rajouter des informations sur la plateforme. Tu couvres une nouvelle chambre, tu dois récupérer les infos. Là, on a lancé Défense. Il faut qu'on récupère les informations qui sont disponibles sur le site de l'OTAN, sur plein de les communiqués de presse, etc. Donc, chaque verticale, elle implique quand même un travail technologique produit derrière, au-delà de la newsletter, qui, elle, peut réutiliser le même format que les newsletters. Oui, et c'est plus là du contenu humain, alors que là, il y a quand même un peu un enjeu d'aller chercher les sources, les nettoyer, etc. pour faire un truc un peu exploitable et lisible. Et sur la partie grand public, moi, je me donne 2 gros défis. Un premier défi qui est sur l'engagement autour de nos newsletters, parce que on en a énormément, elles ont beaucoup d'abonnés, elles sont très lues pour les personnes qui les lisent. On sait à quel point, encore une fois, on est sur une niche, on n'est pas sur quelque chose de très grand public. Nous, quand tu dis grand public, c'est déjà des gens qui sont avertis, comme tu disais. Je veux vraiment qu'on implémente un maximum de bonnes pratiques sur certaines choses. Je trouve que nos newsletters sont un peu dans un format un peu âgé, sur le cleaning des listes, tout ça. Tu vois, la dimension produit, pour moi, elle doit venir dans les newsletters, pas sur le contenu, mais sur comment est-ce qu'on les améliore. Et sur le site, il y a un gros défi, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle supérieure, parce que maintenant qu'on produit du contenu pour plusieurs pays, ton utilisateur un peu unique qui était à Bruxelles, il n'existe plus vraiment. Ouais. Il faut que le contenu change. Ouais. Il va être dans un autre langage. Dans plein de langages. Etc. Et donc, du coup, t'as exactement raison. Il faut un seul produit?
Tu veux dire un seul site? Ouais, un seul site. Alors, ce serait le même produit, mais ça peut. J'imagine que derrière, après, enfin, ça devient trop compliqué. Tu vois, trop usine à gaz en plein de langues. Moi, c'est les défis produits sur lesquels j'adore bosser et sur lesquels, avec Le Monde, on a pu réfléchir. Enfin, eux, ils avaient déjà lancé Le Monde in English, mais tu vois, il faut se poser les bonnes questions. À quel point c'est différent? Est-ce que c'est juste le langage? Est-ce que c'est la façon dont tu sectionnes ta home? Là, c'est exactement les questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on passe de l'édition française à l'édition Europe, parce que c'est pas une édition bruxelloise, c'est pas le pays, non. C'est juste le fait que le traitement des infos est plus lié à l'UE que à la France. Donc l'édition française, c'est une édition française. Et après, tu disais, il y avait les US aussi, c'était un peu la même plateforme. C'est ça pour le site grand public? Ouais. Ça existe un grand site comme ça, pardon, c'est peut-être une question con, mais international, dans plein de langues, avec d'un côté des choses très pointues sur la Californie. Quoique non, la Californie, c'est plus sur la version Politico Pro. Mais en tout cas, c'est pas évident, quoi. Non, je pense que, enfin, je vais surtout pas dire que ça existe pas, parce que je suis quasiment sûr qu'il y a un exemple. En termes d'exemples très connus, tu regardes le Guardian et New York Times, c'est qu'en anglais, mais ils ont un peu défini pas mal de bonnes pratiques sur le passage d'une édition à l'autre. Et je trouve que je trouve que sur le New York Times, ça change pas beaucoup. Si tu passes de Canada à international, à États-Unis, je trouve pas qu'il y ait une différence majeure. Alors que si tu vas sur The Guardian, tu vas vraiment avoir une logique. Quand tu vas sur Australie, Royaume-Uni, US, tu vois bien vraiment que énormément des news de la home changent, etc. Donc nous, on a ce même défi en termes d'UX. Et en plus de ça, on a quand même un défi de langue qui est pas simple. Donc on se fait accompagner par une agence SEO pour aussi réfléchir avec intelligence à ce défi qui est un peu unique. Je dirais pas qu'on est les seuls, mais non, mais c'est pas commun. Non, clairement pas, non. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer et qu'il n'y a pas la bonne recette qui existe pour le coup. Ouais, parce que si tu vas sur la page aujourd'hui France, une page France, elle n'est pas que en français, non, il y a plein d'articles en anglais. Exactement. Ce qui est bizarre d'ailleurs, au début tu dis est-ce que ça a marché, et qui sont pas écrits par les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des articles sur la page France que tu as pu voir qui sont écrits par la rédac France parce qu'ils viennent d'avoir une info, ils seront forcément les plus pointus sur ce sujet-là. Et tu peux avoir un article qui est écrit du point de vue de l'Union européenne sur pourquoi la France est têtue sur telle loi et se prend la tête avec les Allemands, qui a été écrit par contre par nos reporters à Bruxelles en anglais. Ouais. Donc en plus, c'est plus que juste une différence de langue de mon point de vue. Ce que je trouve hyper passionnant pour le coup, c'est que c'est aussi comment est-ce que tu peux être un... C'est des thèmes, quoi. En tout cas, il peut y avoir des points de vue différents, contradictoires. C'est une question de point de vue. Dans la temporalité. Et nous, on veut faire vivre cette richesse dans les prochaines éditions, si on arrive à vraiment, d'un point de vue produit, travailler sur l'expérience utilisateur et la traduction. Je veux vraiment qu'on garde cette richesse de points de vue, parce que c'est ce qui fait le côté unique de Politico. Si demain on se concentre sur la page France en se disant pour faire simple, on garde que les articles écrits en français par la rédac française, tu perds tout. En fait, un peu, toute la richesse. C'est pas évident, c'est des beaux défis. Tu vas pas t'ennuyer. Non, a priori. Pour l'instant, c'est pas le cas. La dernière question, un peu sérieuse. Est-ce qu'il y a un type de format ou de produit que tu penses pourrait être un relais de croissance? Je sais pas, on a cité plein de choses, mais bon, ça peut être le podcast, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, là-dessus, en fait, ça peut être un gros truc, ça peut être un vrai relais de croissance? Moi, je suis beaucoup les épisodes que tu fais avec des invités sur les podcasts, parce que je vois bien qu'en fait, personne n'a encore trouvé la recette secrète. Je trouve que ça fait plus média juste pré-paywall, 1 ou 2 ans avant, où tout le monde expérimente un peu et trouve pas forcément. Tu vois, t'as Slate aux US qui commence à mettre ses podcasts derrière le paywall, mais les plateformes, Apple, Spotify, c'est quand même plutôt pour du podcast grand public. Enfin, c'est comme ça que donc pas derrière le paywall. C'est comme ça que les algorithmes te récompensent. Donc, en toute transparence, on a le même challenge. Comment est-ce qu'on positionne nos podcasts comme un produit à la même hauteur que les autres, qui peut avoir du revenu, qui peut nous permettre de continuer d'investir dans ce podcast, que ce soit pas que un objectif d'audience, parce que dans ce cas-là, oui, c'est bien, ça marche, mais derrière, quel est le potentiel? Et au New York Times, ils n'ont pas encore 100% trouvé, parce qu'ils ont réussi à passer toute leur newsletter derrière le paywall. Une énorme partie de leur newsletter. The Daily, c'est complètement gratuit, tu peux y accéder comme tu veux. Et en plus, je pense que quand je dis podcast, moi j'ai envie d'utiliser le mot audio, parce que tu regardes l'app audio du New York Times, du coup ça veut dire qu'il faut être abonné pour pouvoir entendre la version audio.
Ce que fait le monde, on en a parlé, je trouve que c'est hyper intéressant avec les voix IA et autres. Donc là, je pense que si on étend au-delà de podcast à l'idée de audio, là, il peut aussi y avoir une opportunité de format, d'accepter que tous les débats qu'on a eu sur est-ce que l'article est trop long, les gens veulent des articles plus courts, Axios, Quartz, etc. Et en fait, 1 an plus tard, c'est l'inverse. Il faut que les gens veulent des longues formes et tout. Ça se trouve, c'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que les gens veulent pas lire potentiellement ou qu'ils veulent la même info mais dans un autre format. Et peut-être que l'audio est une des fonctionnalités que tu peux mettre soit derrière un paywall, soit derrière un Reggie Wall, quoi. Juste le fait d'avoir au moins un compte. Ouais. Donc pour moi, là, il y a une question à laquelle j'ai pas la réponse. Et sinon, moi j'en parle tout le temps, mais sur le top of the funnel, je suis absolument pas surpris par ce qui se passe avec l'effondrement du trafic qui vient de Twitter, des réseaux, de X, de Facebook. Donc ça, pour moi, il fallait réagir avant. Et les médias qui se concentrent à fond là-dessus, sur la rétention, les newsletters, le fait que les newsletters amènent du trafic au site et vice versa. Évidemment, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc je pense qu'il faut qu'on continue tous de travailler là-dessus, mais à marche forcée, quoi. Ouais, c'est un bon message à faire passer. La dernière question, c'est ça, c'était un truc cool à nous partager. Donc ça peut être un peu plus léger. Évidemment, si tu me dis un truc de Politico, je ne l'accepterai pas parce que. Non. Alors je vais redonner un exemple que j'ai déjà donné. Moi, je trouve l'expérimentation du monde autour des voix IA. Je me dis si c'est ça et que c'est déjà la première version. Je trouve ça hyper intéressant. Ils ont fait ça avec Microsoft. C'est ce que j'ai vu. Son partenaire, Sacha Morar, m'expliquait un petit peu, non pas en off parce que je ne trahis rien, mais qu'ils ont bien travaillé avec Microsoft. Non, moi j'ai adoré. Assez chouette comment ils ont fait ça. Ouais, j'ai adoré l'épisode et Lou en a reparlé juste après. Et j'essaie vraiment de garder aussi à l'esprit côté produit que c'est la première version. Donc je trouve ça très encourageant pour ce que ça pourra être dans 2 ans, par exemple. Ouais. Ça se rapproche déjà beaucoup du podcast de mon point de vue. Ouais, carrément. Et ensuite, autre truc cool, sur un média au contraire plutôt print, qui est pas du tout dans les défis dont on a parlé. Moi, j'en avais déjà parlé une fois de manière perso, mais la transition de Tétu, par exemple, tu vois, je trouve que pour moi, il y a encore plein de choses à faire que je trouve passionnantes, mais au-delà du print. Mais déjà, la digitalisation, elle est plutôt très réussie. Et moi, j'attends un abonnement un peu intermédiaire où tu n'aurais pas besoin forcément du print, que je suis très content de recevoir, mais c'est tous les 3 mois, tu vois. Ouais. Mais quelque chose qui est un peu entre les deux, où et là c'est peut-être avec la casquette Politico que je parle, mais où il y aurait des infos un peu plus exclusives, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il faut que ça reste grand public, mais je trouve qu'en tout cas c'est très cool et j'attends pareil l'étape d'après, quoi. Avis aux repreneurs, hein, puisque le groupe IO est en redressement judiciaire. Ouais, j'ai vu, mais je pense que c'est le groupe au sens large. C'est le groupe IO, ce sont des belles marques. J'espère qu'il y aura un repreneur, évidemment, parce que voilà, c'est des belles marques et ce serait dommage qu'elles partent. Clairement. Tu veux pas te lancer dans l'entrepreneuriat et reprendre Non. Non. Pour l'instant, il y a la campagne des élections européennes et les élections au Royaume-Uni l'année prochaine, donc j'ai clairement envie de les faire à Politico. Oui, et puis là, t'as quand même une sacrée roadmap à assurer. Tout ce dont on a parlé. Exactement. Écoute, Max, merci beaucoup pour ton temps et merci à toi pour l'invitation. C'était très cool pour cet éclairage sur Politico et à toutes et tous, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.